Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100% avec aujourd'hui au programme la critique de Blade Symphony, de Place to Be, Notchan et un rétro magic consacré à Cool Spot. Et tout ça après la page d'actu. Kickstarté en septembre 2012, Broken Sword 5, The Serpent's Curse, est sorti ensuite en 2 parties. Vous aurez bien sûr reconnu le nom anglais du 5e volet des Chevaliers de Baphomet, La Malédiction du Serpent. La première partie est disponible depuis décembre 2013 et la conclusion des aventures de George et Nico s'était fait un peu désirer. Le point and click de Revolution Software était finalement arrivé mi-avril cette année et avait été brièvement critiqué à l'antenne à cette occasion. Critique toujours disponible sur Noco. Depuis le 28 mai, les possesseurs de PS Vita peuvent également découvrir la fin de l'aventure créée par Charles Cecil, uniquement en téléchargement sur le PSN. Tout d'abord sorti en 2011 sur la plateforme indé du Xbox Live, Thousand One Spikes avait été ensuite relancé à l'E3 2013. Son éditeur, le californien Nicalis, avait annoncé en effet une version mise à jour avec de nouveaux personnages et tout ce qu'il faut. Un an plus tard, la sortie de ce jeu de plateforme aventure hardcore est imminente, calée pour le 3 juin sur PS Vita, PS4 et les différentes formes de PC. Fidèle au nom de son éditeur, 8-Bits Fanatics, le jeu arbore un look rétro pixel art, aussi bien au niveau graphique que musical. Le gameplay lui se rapproche plus d'un Super Meat Boy avec du Die and Retry et probablement surtout beaucoup de die. Les différents niveaux que va devoir traverser l'explorateur Aben Hawkins sont bardés de pics, de scies et toute autre sorte de machins pointus, prêts à faire mourir ce Indiana Jones numérique au moindre pixel qui dépasse. Pourtant, en réponse à la dernière provocation de son père dans une lettre posthume, il ne pourra s'empêcher d'aller au-devant d'une mort affreuse dans diverses caves, souterrains et autres monuments exotiques. À moins que vous ne décidiez par pure sympathie de souffrir avec lui et de lui filer un coup de main ou un coup de pad, c'est vous qui voyez. Dans le futur, à une date indéterminée, les objets de notre quotidien du 21e siècle seront devenus des raretés. Un patrimoine que certains veulent conserver à tout prix dans un musée. Le conservateur d'un tel endroit a besoin d'aide pour arriver à enrichir sa collection de pièces à la valeur historique inestimable, comme un rouleau de PQ ou une prise électrique. Ces objets sont alors rebaptisés des Nostal-Junk. Pour accomplir cette mission, il peut compter sur Chibi Robo, qui transportera les objets qui arrivent du 21e siècle en lieu sûr. Il faudra également un contact temporel à notre époque, le valeureux joueur évidemment, heureux possesseur d'une 3DS. À l'aide des appareils photo intégrés à la console, il va falloir prendre des clichés d'objets tout autour de vous pour les envoyer aux petits robots du futur. En plus de ce côté réalité augmentée bien sympathique, il faudra redonner de la popularité à son musée et aider ses amis à l'aide de différents mini-jeux. Chibi Robo était d'abord apparu sur GameCube en 2005 aux États-Unis, avant de revenir en 2007 sur DS, puis en 2009 sur Wii, uniquement au Japon. C'est le 3 juillet prochain qu'il débarquera sur l'eShop européen de la 3DS pour vous aider à sauver notre patrimoine contemporain. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Vous vous doutez que si je viens déclamer du Rostand, ce n'est pas pour me vanter de mon appendice nasal, ni d'une quelconque autre partie de ma superbe anatomie, laquelle relèguerait d'ailleurs l'hyperbole de la tirade du nez au rang de simple litote. Enfin, on n'est pas là pour parler de ma couette, mais bien de Blade Symphony, qui a l'air d'être un sympathique jeu de combat à l'épée. D'où le rapport avec Cyrano de Bergerac. Qui aurait peut-être pu dire du jeu, c'est un peu court jeune homme, mais cette opinion n'aurait engagé que lui. D'un côté, nous avons Dystopia, un mode très reconnu de Half-Life 2 sorti dans sa première version complète en février 2007 et toujours en très bonne santé aujourd'hui. De l'autre, nous avons Berimbau, un autre mode de Half-Life 2 qui s'attachait à recréer l'expérience des duels à l'épée tels qu'ils avaient été pensés pour le jeu Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Et au milieu, nous avons donc Blade Symphony ici présent, fruit de la réunion des équipes de développement de ces deux modes. Mais c'est de Berimbau qu'il reste le plus proche, puisqu'il en est un prolongement, une nouvelle version autonome, financée via Kickstarter en 2011. Blade Symphony est donc un jeu de combat à l'épée grandement influencé par Jedi Knight 2.
Cette filiation flagrante est trahie en premier lieu par le positionnement de la caméra qui privilégie un cadre proche du TPS à la vue de profil beaucoup plus courante dans le jeu de baston. En résultera souvent une première approche assez étrange pour les gros consommateurs de jeux de combat qui retrouveront ensuite des notions bien connues. Celle de la gestion de distance surtout qui prend tout son sens dans un jeu où un round peut se régler en 3 touches. Enfin, 3 touches en admettant qu'elles aient été portées à partir d'une garde lourde. Car Blade Symphony base la plus grosse partie de son gameplay sur l'alternance entre 3 types de gardes. La garde lourde donc, qui compense sa lenteur par sa puissance. La garde rapide, qui fait exactement l'inverse. Et la garde intermédiaire, qui fait très bien son boulot en tant que juste milieu. Chaque garde possède ses propres propriétés, dont l'application la plus flagrante se retrouve dans les contres. Dans Blade Symphony, on parle de contre quand 2 lames s'entrechoquent. Une situation qui arrive très fréquemment et qui obéit à une règle immuable qui hiérarchise les gardes par ordre de puissance. C'est-à-dire qu'une attaque portée depuis une garde rapide sera battue par une attaque intermédiaire ou lourde, et qu'une attaque intermédiaire sera battue par une attaque lourde, qui pourra elle-même être contrée par un assaut aérien. À condition à chaque fois que les lames se croisent effectivement, les autres cas étant gérés naturellement par l'ordre de touche ou le placement des joueurs. D'où l'importance cruciale du jeu des distances, mais aussi du timing et de l'observation. Des domaines dans lesquels le jeu nous assiste un petit peu en affichant en permanence la trajectoire prévue du prochain coup lancé. Même si cela peut paraître aller à l'encontre du principe de zoning cher au jeu de combat. Mais Blade Symphony ne se limite pas à ces contres, car à chaque garde correspondent des possibilités d'enchaînement également déterminées par le personnage joué, qui vont d'une seule à 4 attaques consécutives. Ces personnages, au nombre de 4 à l'heure actuelle, représentent chacun une sorte d'archétype. Judgment frappe peu et lentement, mais très fort. Phalanx profite de sa grande allonge. Ryoku compense son propre manque d'allonge par une très grande rapidité. Et Pure, enfin, brille particulièrement quand il s'agit d'attaquer par les airs. En sachant d'une part qu'il est possible de changer de garde entre 2 attaques, et d'autre part qu'il existe plusieurs types d'épées disposant chacune de ses propriétés propres, tout cela devient très vite compliqué. Trop peut-être pour la plupart des débutants, qui ne trouveront sûrement pas toute l'aide espérée dans le tutoriel, pourtant assez complet proposé par le jeu. Parce que Blade Symphony est complexe par essence, et qu'on ne peut réellement comprendre ses règles autrement qu'en y jouant, qu'en perdant beaucoup au début, pour, si tout se passe bien, finir par inverser la tendance à force de persévérance et de jugeote. Un noble but que l'on devra poursuivre en ligne, Blade Symphony estimant à juste titre qu'il n'a pas grand-chose à gagner d'un mode solo. Il aurait à l'inverse beaucoup à gagner d'un système de match rapide, qui est prévu à terme mais qui manque cruellement actuellement. Car si le mode Free for All s'avère très plaisant dans la manière qu'il a de nous laisser participer à de grandes joutes générales, tout en nous permettant de lancer à la volée des défis privés, le mode duel convainc beaucoup moins. Il utilise en réalité un principe calqué sur celui de l'arcade, qui dit qu'un joueur reste en place tant qu'il gagne, pendant qu'une file d'adversaires attend de l'affronter. Et si ce genre de mode peut s'avérer très efficace, il ne se suffit certainement pas à lui-même, d'autant moins qu'il s'agit de la seule manière de participer à des duels avec classement, et donc d'amasser des notes. Des notes qui font en fait office de monnaie et qui permettent d'acheter différentes options de customisation pour ces personnages, allant de l'effet cosmétique à de nouvelles armes. Et on touche ici à un point très important pour Blade Symphony, qui revendique fièrement ses origines issues du modding, en laissant la plateforme Steam Workshop lui apporter régulièrement du nouveau contenu en matière d'armes, de costumes ou même de maps. Allié à une communauté dans l'ensemble très courtoise et agréable pour le moment, ce parti pris contribue grandement à faire de Blade Symphony un jeu potentiellement très agréable. Dur à prendre en main, long à comprendre et encore plus long à maîtriser. Mais beaucoup plus riche qu'il n'y paraît et plein de bonnes intentions surtout. Dans le plateau précédent, nous évoquions Cyrano, l'escrime et les physiques hors normes. La transition est donc toute trouvée pour introduire l'ami Médoc, brillant jouteur oratoire, dont la faconde n'a d'égal que les mensurations, afin qu'il nous présente les nouveaux endroits où ce que ça va être qu'il faut qu'on y soit pour y être. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Alors là, il est 16h du matin
il y a encore quelques heures, donc il y avait les 7 ans de la chaîne, on les célébrait. Et donc d'un point de vue bilan sanguin, moi je suis encore dans la fête. Là c'est simple, là tu me fais un prélèvement, ça clignote dans tous les sens. Je vais donc te demander d'être indulgent concernant cette intro et même concernant le The Place to Be dans son entièreté. Le jeudi 5 juin, à partir de 19 h à la tête dans les nuages à Paris, t'as à la fois un event Mario Kart 8 et les 8 ans de DS in Paris. T'auras donc du tournoi avec des lots à gagner, MO5 qui te fait une rétrospective de la série Mario Kart, et puis la possibilité de faire des trucs avec ta DS et ta 3DS, genre échange de Pokémon, remplissage de puzzles, etc. C'est bien, c'est estampillé The Place to Be Free, c'est juste que moi, les anniversaires, là, je mets un petit coup de frein. Du 3 au 14 juin, à l'espace Japon à Paris, t'as une expo cellulo des œuvres de Ghibli, mais t'auras aussi du Akira, du Captain Harlock, du Slam Dunk et plein d'autres séries que tu pourras te procurer moyennant des sous. De quoi alimenter ou même commencer une collecte. Le vernissage, c'est ce soir là, mardi 3 juin, mais je crois que je vais rester chez moi tranquille et je vais boire de l'eau. Du 6 au 8 juin, dans le château de Celles-sur-Cher, t'as les Geek Ferries. C'est un festival consacré aux cultures imaginaires, avec plein de trucs à faire et plein de gens à voir. Mais le mieux en vrai, c'est d'aller sur le site qui va bien. On te donne les invités, le programme, tout ça. D'ailleurs, j'imagine que c'est ce que tu fais à chaque fois. Enfin, je veux dire, tu vas pas à un event juste parce que Médoc, il t'en a fait la présentation. D'autant qu'il dit toujours la même chose, cosplay, jeux vidéo, Si, tu... Ah, ça fait plaisir. Les 7 et 8 juin à Limoges, enfin, t'as la compagnie Grise qui fête ses 30 ans d'activité ludique. C'est l'occasion de prendre du plaisir sur du jeu de rôle, du jeu de plateau et du jeu de figurines avec des personnes expérimentées, me dit-on. Le tout étalé sur un week-end en mode The Place to Be Free. Par contre, là encore, on est sur de la nive, donc tu connais ma position du moment. Mais toi, tu peux y aller si tu veux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Repose-toi un peu, bois beaucoup d'eau, mange du solide et on se retrouve la semaine prochaine avec la pêche. Avec des fruits frais en fait, tout type de fruits. Mange des fruits, mais pas de processus de fermentation dans le délire parce que là on fait une pause. Salut les otaques, c'était bien les Place to Be de Médoc. Maintenant on va retrouver moi, Nochan. Ouais, ok, d'accord, je sais, je le tiens pas. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà j'ai pas le physique, puis en plus j'arrive pas à l'imiter, c'est tout. Salut les otaques, c'est Nochan. Je suppose que vous connaissez l'adage. Souvent imité, jamais égalé. Et c'est un peu la même chose pour moi. Certains essayent de retrouver la même verve, si acerbe, si caractéristique, avant de s'y casser invariablement les pixels. Parfois, c'est dur d'être unique. Un peu comme dans le monde des comics. Les frères ennemis DC et Marvel se sont toujours tirés la bourre de manière plus ou moins subtile en s'inspirant de personnages créés par le petit copain. On pense à Batman et Moon Knight, Darkseid et Thanos, Deathstroke et Deadpool, Green Arrow et Hawkeye. L'artiste canadien Darren Rawlings a rendu hommage à ses jumeaux sans lien de parenté dans une série de vignettes toutes mignonnes, Little Friends. En même temps, les hommages, il y en a toujours eu, et la frontière est parfois mince entre l'hommage sincère et l'hommage entre guillemets. Ces dernières années, c'est Game of Thrones qui inspire les artistes de tous les horizons. Chacun est tenté de donner sa vision des personnages les plus marquants de Westeros. Dans l'Hexagone, Boulet avait fait un dessin tout mignon sur l'univers des 7 royaumes dès 2011. Et plus récemment, ce sont les artistes brésiliens Fernando Mendoza et Anderson Maansk qui ont imaginé ce que donneraient les mêmes personnages version Disney. Le mashup peut également marcher dans le sens inverse, avec un exercice qui peut sembler évident, réinterpréter le célèbre générique de la série télé dans un autre univers. C'est ce que fait avec brio cette vidéo en version Super Mario World sur Super NES. De toute façon, du moment que c'est fait avec talent, la réinterprétation de personnages bien connus ne peut que marcher. C'est le cas de Paul Robertson qui avait créé les personnages du jeu Scott Pilgrim. Il est connu aussi pour ses créations pixel art plus personnelles mais également nettement plus torturées à ne pas mettre devant tous les yeux. Il a décidé de décliner un bon nombre de personnages bien connus à la façon Taito et plus particulièrement dans le style innocent de Bubble Bobble.
On y retrouve pêle-mêle les Simpsons, Dragon Ball, Megaman ou encore Robocop, Terminator et les personnages de One Piece. C'est beau, ça fait rêver, mais ce qui est encore plus beau, c'est quand la réalité rattrape la fiction. C'est ainsi que début mai, la FDA, l'Agence américaine des médicaments, a donné l'autorisation à la firme DK Integrated Solutions de commercialiser un nouveau type de prothèse qui permet aux amputés de retrouver un semblant de toucher. On peut voir dans une de leurs vidéos un homme en train de transvaser des œufs sans réduire le tout en bouillie. Pour un peu, on se croirait en plein Ghost in the Shell durant la seconde saison de Standalone Complex quand l'héroïne, Motoko, souffre de ne pas pouvoir faire d'origami, le pliage impliquant des mouvements trop complexes pour son corps de cyborg encore peu évolué. D'autres fois, c'est tout simplement le rêve qui devient réalité, qui vous tombe dessus. Imaginez, vous achetez un immeuble et vous découvrez que les 2 premiers étages sont en fait un game center désaffecté avec encore les machines en tas de marche à l'intérieur. C'est ce qui arrive à cet utilisateur des forums NeoGAF qui hérite d'un game center en plein de Chiba. La réalité s'impose souvent sans crier gare, ce qui me laisse encore plus rêveur pour ma part. Du coup, je continue à rêvasser et je vous dis à bientôt les otaks. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand on m'a annoncé le thème de Retro Magic, parce qu'aujourd'hui 1% est quand même consacré aux petites particularités physiques. Alors c'est vrai, quand on m'a dit « Bon, on va parler d'un truc petit, rond et rouge, et qui ne te laisse pas tenir en place », je me suis dit, là quand même ça va loin dans l'intimité. C'est vrai qu'il y a un Français sur 3 qui en souffre, mais là ça va loin. Et puis j'ai réalisé qu'en fait on n'allait pas parler des hémorroïdes, mais de Cool Spot. Génie de la programmation, David Perry naît à Lisburn, en Irlande du Nord, en 1967. À l'âge de 15 ans, il réalise son premier jeu et fait connaître ses créations dans les pages d'un magazine spécialisé. 2 ans plus tard, il s'envole pour Londres et travaille sur de multiples conversions de jeux à succès pour micro-ordinateurs, dont Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis, un soir de 1991, il reçoit un appel de Virgin Games USA qui fait au jeune développeur alors âgé de 24 ans une offre qu'il ne peut pas refuser. Il découvre les États-Unis et réalise son premier titre sur le sol américain, Global Gladiators, en partenariat avec l'incontournable chaîne de fast-food McDonald's. La cartouche reçoit un excellent accueil et pousse le jeune programmeur à poursuivre dans cette voie. Quelques mois plus tard, Cool Spot voit le jour et surprend tout le monde. Tout comme Global Gladiators, Cool Spot est avant tout un placement produit. En l'occurrence, son héros, la capsule Spot, est la mascotte de la marque 7-Up. Assez méconnu en France, Spot est pourtant très célèbre de l'autre côté de l'Atlantique. C'est cette popularité qui pousse Virgin Games USA à lui offrir une aventure taillée sur mesure. Jeu d'action plateforme dans la lignée d'un Sonic, Cool Spot arrive en 1993 et subjugue la presse spécialisée par la qualité de son animation. David Perry, véritable bourreau de travail, a toujours fait en sorte que ses jeux soient parfaitement animés. Et avec pas moins de 400 étapes d'animation, Cool Spot est ce qui se fait de mieux à l'époque. Il suffit de voir le personnage principal se déplacer, sauter, dégringoler une pente, faire du surf sur une bouteille ou s'agripper à un ballon gonflable pour s'en convaincre. Sa démarche totalement décontractée et son look irrésistible font craquer les joueurs qui ont la chance de voir débarquer la capsule sur Mega Drive, Super Nintendo, mais aussi Amiga, PC et consoles portables. C'est la pagaille dans le monde de Spot. Ses congénères ont disparu et le héros doit alors tout faire pour les délivrer en récupérant suffisamment de pastilles rouges. Très classique, cette quête est enrichie par quelques rares items comme des potions redonnant un peu de vie ou des vies supplémentaires. Très fun à parcourir, Cool Spot a le mérite de proposer des environnements variés, même si on retrouve la sempiternelle astuce qui consiste à les dupliquer pour augmenter la durée de vie. Plage de sable fin aux crabes menaçants, tuyauterie peuplée de rats en pyjama, chambre de gamin où rôdent des jouets mal intentionnés, paquebot aux 1000 dangers, piscine gonflable envahie de grenouilles cracheuses de bave, la cartouche brasse un nombre plutôt sympathique de décors et offre de bons moments. Mais sa grande force, en dehors de sa réalisation et de son animation au top, vient de son gameplay à la précision chirurgicale. Les sauts sont millimétrés et chaque erreur peut être fatale.
Bien que le titre de Virgin Games se termine assez rapidement, il propose un challenge qui ravira les amateurs d'aventure un peu relevés. La musique et les bruitages signés Tommy Tallarico, compositeur aujourd'hui réputé et co-créateur des Video Games Live, sont une vraie réussite. Les thèmes sont éclectiques et profitent largement des capacités des puces sonores des consoles 16 bits. Pour se dépêtrer des ennemis, Cool Spot peut lancer des projectiles tout en profitant de ses dons d'équilibriste. Très agile, le personnage peut ainsi bondir de ballon en ballon, effectuer de longs sauts, s'aider de bulles de savon pour atteindre des endroits surélevés, ou encore s'agripper aux cordes, aux tiges de fer et autres lacets. Chose appréciable, l'échelle des personnages a été parfaitement respectée, si bien que l'on a constamment l'impression d'évoluer dans un monde aux proportions démesurées. Un peu à la manière de Chip and Dale Rescue Rangers, que nous avons présenté dans un précédent épisode de Retro & Magic. David Perry n'a jamais caché son amour pour la 16 bits de Sega, et c'est en toute logique que Cool Spot a été conçu sur ce support. Aujourd'hui, on aime faire des comparatifs entre telle ou telle version, mais ces pratiques existaient déjà dans les années 90. Si la version Amiga, trop perfectible, a vite été oubliée par les magazines, il y a eu une bataille féroce pour savoir qui de la Mega Drive ou de la Super Nintendo l'emportait. Les deux versions dans l'ensemble se valent, mais assurent dans des domaines différents. La console de Nintendo peut se targuer de proposer des dégradés plus travaillés et des couleurs plus resplendissantes, tandis que la machine de Sega peut s'appuyer sur un son plus agréable, un meilleur gameplay et une animation supérieure. Quelle que soit la version, l'expérience est vraiment à la hauteur. En ce qui concerne les moutures Game Boy, Game Gear et Master System, le résultat est des plus honorables. Sur la console monochrome, Cool Spot s'adapte bien aux différentes nuances de gris et profite de graphismes soignés et d'une animation assez surprenante pour le support, bien que légèrement saccadée. Sur Game Gear et Master System, le constat est identique mais avec la couleur en plus, un visuel plus fin et un meilleur taux de rafraîchissement. Les versions 8 bits ne sont donc pas des portages au rabais, et c'est suffisamment rare pour être souligné. En 1996, la mascotte de 7-Up participe à une seconde aventure sur Mega Drive, intitulée Spot Goes to Hollywood. Cette fois, la capsule rouge se retrouve malencontreusement embarquée dans des décors de films. Cette suite, moins marquante que le jeu original, propose une progression linéaire, des niveaux corsés et une maniabilité qui réclame un temps d'adaptation. Désormais, Spot se déplace dans un univers en 3D isométrique, ce qui oblige le joueur à bien évaluer les distances. Les graphismes sont plutôt jolis et certains passages sont amusants, mais le titre reste assez oubliable. L'humour est présent, comme lorsque Spot fuit un tyrannosaure en utilisant un tricycle, mais cela ne suffit pas à marquer durablement les esprits. Les adaptations Saturn et PlayStation, signées Burst, ajoutent des séquences animées de qualité mais conservent les mêmes défauts que la version 16 bits. Difficulté mal dosée, manque de variété visuelle avec uniquement 3 thèmes graphiques et ambiance passe-partout. Si ce second épisode a été totalement oublié par la plupart des joueurs, ce n'est pas le cas du jeu original. Cool Spot reste un excellent souvenir pour toutes celles et ceux qui ont pu s'y essayer sur console 16 ou 8 bits. S'il n'atteint pas l'excellence d'un Aladdin, Cool Spot demeure pourtant un des meilleurs jeux de plateforme du début des années 90. Et si Spot a aujourd'hui disparu des écrans, il faut bien admettre que cette capsule avait quand même une sacrée bonne bouille. Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, c'est déjà la fin de ce 100% consacré aux petites particularités physiques. Alors j'espère avoir réussi à vous faire partager ma conviction selon laquelle il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a aussi le compte en banque. Voilà, des gros bisous, c'est gratuit.